filmé. Donc je vous demanderai au cours de la séance d'être, comme d'habitude, très discipliné et de lever la main pour prendre la parole, afin de faciliter le travail du caméraman, à qui nous demanderons toutefois, si jamais il fait des montages, de nous les soumettre et de ne pas filmer le personnel qui est là-bas et qui est également à ma droite, puisque eux ne sont pas soumis à la même règle que les élus. C'était tout ce que j'avais à vous dire, monsieur. Donc, voilà. Donc, si jamais vous la filmez, vous mettrez. Voilà. Vous avez des questions à poser à ce sujet? Quelqu'un m'a demandé, c'est la liberté. Donc, on doit laisser filmer. Oui, monsieur Guérin a demandé. C'est pas une initiative de nous, c'est un citoyen qui exerce son droit et d'après ce que j'ai compris, ça sera sur YouTube. Oui, en sans montage. Ça sera sur YouTube sans montage. Alors vous avez vu qu'un monde a compris, il tourne le dos. Comme ça, il ne prend pas de risque. Bon, allez, on essaie d'avancer parce que l'ordre du jour est assez chargé. Nous avons premier point, approbation du compte rendu du conseil communautaire du 24 juillet. Tout le monde l'a lu? Des observations? Pas d'observation, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. L'autorisation de signature de l'accord cadre avec l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et vous le savez, c'est pour les fameuses subventions au sujet des réhabilitations, installations d'assainissement de l'eau. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Ok, si nous ne signons pas avec l'agence de l'eau, il est évident que personne ne pourra bénéficier. Déjà qu'elles seront réduites, à mon avis, ne pourra bénéficier d'elles pour la réhabilitation. Okay. Des questions à ce sujet? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour l'autorisation de signature? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Autorisation de la signature de la convention service de prévention et conditions de travail. Donc, en tant que qualité employeur public territorial, la communauté de communes a recours au service de prévention et conditions de travail du centre de gestion de la Haute-Garonne et peut bénéficier de ce service au titre d'une convention d'adhésion. Convention d'adhésion que nous avions déjà signée le 16 janvier 2003, mais que les conditions de l'adhésion intervenue n'ont pas été modifiées, mais c'est dans le cadre de l'harmonisation et donc je vous demande de vous prononcer là-dessus. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression. Donc ça vous le connaissez. Donc c'est pour 2014, on a 29 mètres 70. C'est le PR 2014, 0,35 € par la longueur plus 100 € multiplié par un 15, ça nous donne une redevance de 116,19 €. Et ça, on va arrondir à émettre sur titre exécutoire 116 €, tout c'est arrondi donc à l'euro inférieur. Des questions là-dessus? Ah oui, monsieur le président, moi j'ai 118 €. Ouais. Oui, 118. Mesdames, qu'est-ce que vous avez à dire là? En fait, c'est une modification qui a été apportée à la note de synthèse parce qu'on a eu le chemin rouge, ça.
Oui, les modifications dans les chemins pris en compte, les chemins de route ne sont pas pris. Ils sont plus pris. Voilà, ce qui a modifié le montant, le mettre. Dans le linéaire des monuments, Voilà, qui est pris en charge et donc ça tombe à 116 €. C'est ça? On a perdu 2 €. Pour faire le budget, ce sera compliqué. Des observations, d'autres observations là-dessus. À l'observation, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Indemnité de receveur pour le budget principal. Donc là, vous le savez tous, hein, on connaît ça dans les communes. Donc nous n'avons pas le choix et on y accorde l'indemnité de confection des documents budgétaires pour le montant maximal. Et que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Et donc c'est attribué au nouveau trésorier qui est M. Brunier, le receveur municipal. Des questions là-dessus? Ça demande quoi à l'euro? À l'euro, ça doit nous donner à peu près 1 000 € par an. Des questions? Non? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. C'est pareil, les indemnités des receveurs pour le budget des ordures ménagères. Alors pour les ordures ménagères, c'est l'ensemble 1 000 € ou c'est. Non. Les ordures ménagères, c'est combien? C'est ça? C'est en fonction de l'importance du budget. Donc, à peu près 400 €. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant, c'est l'approbation de modifications statutaires du Sud-Trône des cantons Centre et Nord de Toulouse. Donc il s'agit de modifier l'ancien article 5 et de retirer l'article 8. Alors l'article 5 de la nouvelle rédaction, c'est le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les conseils des communautés de communes à raison de 2 délégués par collectivité. Les collectivités adhérentes désignent des délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. Un nombre ainsi fixé, 2 par collectivité membre de communauté de communes, membres du syndicat. Le comité se réunit au moins 1 fois par semestre et séances du comité syndical sont publiques. Et on retire l'article 8. L'adhésion du syndicat à l'établissement public d'opération intercommunale est subordonnée à l'accord des collectivités membres donné dans les conditions suivantes. 2 tiers des collectivités représentant 3 quarts de la population et 3 quarts des collectivités représentant 2 tiers de la population. Voilà. Des questions là-dessus? Pas de questions? Non. On passe au vote. Qui est pour la modification? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. C'est la promotion de la modification statutaire des articles 1 et 9 du syndicat des bassins Giroux pour l'adhésion de la communauté de communes Cœur-Lauragais. C'est la communauté de communes Cœur-Lauragais qui vient rejoindre le syndicat des bassins Giroux. D'accord? Pour ceux qui étaient là, il y a eu une assemblée cette semaine, ici à Rennes. Donc, ça va changer sur la modification de la participation financière de collectivités et groupements. Ces modifications concernent la pondération des critères de répartition de la participation statutaire en augmentant la part relative à la superficie du bassin versant au détriment du critère de population. Les coefficients de modération par cours d'eau. Voilà. Alors bon, c'est des calculs. Est-ce que ça change vraiment, ceux qui ont assisté à l'Assemblée générale, est-ce que ça change vraiment des. Je ne crois pas que ça change grand. Au niveau cotisation, je ne pense pas que ça change grand. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un drapeau, non, ça c'est pas que j'ai voté. On passe au point suivant. Agence France locale. Bon. Je suppose que c'est le responsable des finances Tout à fait, cher ami. qui prend le relais. Donc vous avez tous eu dans la note de présentation un document retraçant le fait de l'agence France locale. Donc en résumé, Je m'excuse, par rapport à ça, ce document, on va un petit peu plus tôt peut-être l'Internet. je ne sais pas quelle décision par. Non, justement, j'ai dit qu'on n'a pas le temps d'Internet. Quand est-ce qu'on a été envoyé ce document? 30 octobre. 30 octobre. 30 octobre. Aujourd'hui, Oui, c'est Ah oui. S'il vous plaît. Dans la distribution, on est arrivé aujourd'hui à 16h. oui, Alors qu'ils sont postés tous en même temps, et on les a eu lundi. Donc il faudra essayer. Donc, par contre, ce qui va se passer par rapport à ça, c'est que justement, pour qu'il n'y ait pas ce problème, on est obligé d'envoyer par formalisme un certain délai avant le conseil communautaire. Mais pour gagner du temps, justement pour pallier ces problèmes de courrier, puisque personne ne reçoit en même temps, à partir de maintenant, vous recevrez l'ordre du jour et toutes les pièces pour les conseils communautaires sous forme dématérialisée. Ce qui fait que l'avantage, c'est que vous pouvez le regarder, mais en plus, vous pouvez le communiquer à tous vos conseillers municipaux, comme ça, ils seront au courant du contenu du conseil communautaire et avec les notes de présentation, donc il y aura plus d'informations pour tout le monde. Donc ça serait une bonne chose. Et donc ce qui veut dire qu'on enverra, vous verrez passer un mail avec la note de présentation et le contenu du prochain conseil communautaire. Donc vous pouvez le regarder avant de recevoir la pièce par courrier, puisqu'il y a ce décalage entre certaines communes. Ça veut dire que ce n'est pas prévu dans le règlement intérieur, ça veut dire qu'il faudra modifier le règlement intérieur. Donc pour le modifier la prochaine fois, pour pouvoir agir de la sorte, et comme ça posera moins de problèmes. Ok, donc la prochaine fois, on vous proposera de modifier le règlement intérieur. Donc j'en reviens donc au sujet de l'agence France locale qui a quand même fait l'objet d'une réunion de présentation à la commission finance, une longue réunion. Il y a eu aussi une présentation en réunion des maires et donc normalement vous auriez pu être au courant dans ce contenu si vous aviez reçu les pièces à temps. Donc je résume, c'est une banque créée par des collectivités territoriales uniquement destinée aux collectivités territoriales. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'avec la crise financière qu'il y a eu en 2008, les banques sont tenues de reconstituer leurs fonds propres et donc ont été très réticentes sur des financements pour les collectivités territoriales. Et donc, devant cette difficulté d'avoir les réponses aux besoins de financement des collectivités territoriales par les banques traditionnelles, les collectivités territoriales ont eu comme idée de créer leur propre banque. C'est une vraie banque qui correspond à tous les critères des banques, qui est tout à fait légale, qui fonctionne comme une banque, mais uniquement destinée aux collectivités territoriales. Pour ce faire, elle a besoin d'actionnaires, puisque une banque prête sur ses fonds propres, et ses actionnaires, ce sont les collectivités territoriales. Pour être actionnaire, il faut être en capacité aussi d'être client, c'est-à-dire que votre taux d'endettement, le scoring qu'on fait de votre établissement ou de votre commune ou de votre PCI, doit être compris entre 0 et 7, c'est-à-dire que votre taux d'endettement n'est pas important et que vous avez des capacités d'endettement pour vos investissements. Cette banque a pour objectif donc de couvrir 25% des besoins d'investissement des collectivités territoriales. L'avantage de cette structure, c'est qu'elle n'a pas besoin de gros équipements puisqu'elle s'adresse qu'à des collectivités territoriales, donc elle n'a pas besoin d'avoir des agences partout sur le territoire français. Donc économie importante qui lui permet, comme en plus, et le deuxième avantage, c'est qu'elle n'a pas d'actionnaires
à qui il faut verser des dividendes, eh bien, ça lui donne des marges de manœuvre pour diminuer son taux de marge, puisqu'aujourd'hui, les taux sont très bas, et en moyenne, vous êtes entre 1,8 et 2,2% en ce moment, sur du 15 ou sur du 20 ans. Les banques donc, achètent de l'argent pas cher, le prêtent pas cher, et donc se font la cerise sur la marge. Je me souviens au début dans cette communauté de communes, on avait des taux de marge entre 0,10 et 0,50. Aujourd'hui, vous avez des taux de marge qui sont entre 10 et 1,50. L'objectif au démarrage de cette banque, c'est d'avoir un taux moyen de marge de 0,70. L'objectif à moyen terme, c'est d'être à 0,10. Donc un avantage financier certain pour les collectivités territoriales qui pourront bénéficier de ce financement. Pour être actionnaire, il faut déposer une somme qui est calculée en fonction de votre endettement. Pour la communauté de communes, puisqu'on est dans le ratio, on est de 3,63, donc ce qui veut dire qu'on est bien financièrement et qu'on a des capacités d'emprunt, la cotisation, la mise de fonds est de 30 000 euros. Ces 30 000 euros appartiendront toujours à la communauté de communes, mais ils sont bloqués pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'il faut laisser 8 ans pour que la banque puisse travailler avec cet argent et faire des prêts. Et au bout de 8 ans, vous pouvez récupérer ou bien vous pouvez rester actionnaire. Bien entendu, pour ne pas mettre en difficulté les collectivités territoriales, parce que pour ça peut être représenté des grosses sommes, vous avez la possibilité de payer votre participation au capital en 3 fois sur 3 exercices. Donc c'est-à-dire que pour 2014, pour nous, si on le valide, c'est juste, mais par contre pour 2015, donc au budget, on inscrira 10 000 euros en 2015, on inscrira, j'ai arrondi à 30 000 parce que vous avez vu, c'est 29 000, voilà, et donc deux autres échéances à 9 900 euros. Voilà, donc bien entendu, ça ne nous oblige pas à emprunter à cette banque des collectivités territoriales, puisque pour chaque fois que la communauté de communes fera un emprunt, elle fait comme d'habitude, elle fait appel à la concurrence et on met tout le monde, on regarde les offres et on sait très bien que, surtout en ce moment, les banques qui ont besoin, parce que l'activité se ralentit, de prêter de l'argent, donc il peut y avoir ponctuellement des opérations par les autres banques qui soient plus intéressantes que la banque locale. Et auquel cas, nous, on n'aura pas d'état d'âme et on ira là où c'est le plus intéressant pour la communauté de communes. Donc, si vous avez des questions avant que le président passe au vote, elles sont les bienvenues. Je rapporterai parce que vous l'avez vu, il y a un titulaire et un suppléant. Oui, mais en fait, c'est même pas la peine. Oui, mais en fait, on dit le dire comme ça, on vote. Parce que la délibération comprend la désignation du titulaire et du suppléant. C'est dans la délit. Oui, c'est dans la délit au point numéro 8, mon cher président de la Cour des finances. C'est pour ça que je le dis. Et donc, je vous propose Joël Bouche en qualité de titulaire et votre serviteur éventuel en qualité de suppléant. Voilà. Des questions là-dessus? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Le point suivant, c'est le schéma numérique. Directeur. L'aménagement numérique. Tu es lancé, tu aimes ça, je le sais. C'est encore moi. Tu aimes le schéma numérique. Donc là aussi, vous avez dû tous recevoir, j'espère que vous l'avez vu, mais je pense qu'à la Pérouse, tu dois être au courant parce que nous, on a particulièrement suivi ce dossier. Donc vous êtes au courant que l'État a demandé aux collectivités territoriales, avec son aide et l'aide de l'Europe, à ce qu'on fasse un plan d'équipement de la fibre optique sur tout le territoire français. Pour cela, il y a 3 phases. Là, nous en sommes à la première phase. Donc c'est un plan, un schéma départemental qui a été mis au point donc, par les services du Conseil général et qui
va permettre sur 20 ans de faire que tous les foyers, la quasi-totalité des foyers bénéficient de la fibre optique. Bien entendu, c'est un investissement très lourd, puisque la phase 1 se monte, je crois, à 173 millions d'euros. Donc c'est quelque chose de très lourd. Et cette phase 1 est en partie financée donc, par l'État, l'Europe et les opérateurs, à hauteur de 45% pour les opérateurs. Et donc bien entendu, cette phase 1 pour amener la fibre optique se fait à des endroits au départ où il y a le plus de possibilités d'abonnement, puisque les opérateurs ne sont pas tenus à une mission de service public, mais sont tenus à faire de la rentabilité pour leurs actionnaires. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours des laissés pour compte qui sont des territoires ruraux ou semi-ruraux. Et donc, pour l'équité de traitement sur le territoire, eh bien, ce sont les collectivités territoriales et l'État qui doivent faire l'investissement d'amener la fibre optique développée. Donc, 3 phases. La première phase avec 3 communes sur le périmètre qui sont La Pérouse, Gardèche et Montastruc. Mais les autres communes ne sont pas pénalisées, en ce sens que la phase 1 a pour but de faire que la quasi-totalité des foyers, à la fin du processus de 5 ans, ait une montée en débit au minimum de 4 mégabits par prise. C'est-à-dire pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le triplex. Le triple, c'est-à-dire le téléphone, l'Internet et la télévision. Donc la première phase, ceci on a demandé les renseignements parce qu'on s'étonnait un petit peu. Dans la première phase, on comprend bien l'amener sur ces 3 communes de la fibre optique et en attendant que les autres communes puissent bénéficier également de la fibre optique, ils auront tous une montée en débit qui permettra ces 4 mégabits. C'est quand même une avancée énorme que nous on a sur la fibre optique. Encore beaucoup de zones blanches, à tel point que j'ai eu encore hier un appel d'un abonné qui est un commercial, donc il ne peut même plus ouvrir l'Internet. Il est quand même à 1 km de Castelmourou, où là il y a ce qu'on appelle les INR, c'est-à-dire la possibilité, donc le centre, disons, qui permet de faire le transit par le réseau téléphonique. Voilà. Donc, cette avancée-là, c'est quand même une avancée importante pour l'ensemble de l'intercommunalité, d'arriver au moins à ces 4 mégabits. Vous en pensez, mais c'est quand même. Après, effectivement, la fibre optique va permettre de 8 à 30, 40 mégabits, bon, etc. Ça, il faut savoir que dans cette première tranche, l'intérêt, c'est que toutes les communes vont non pas avoir comme La Pérouse et les 3 communes, etc., au-delà de 8 mégabits, mais toutes les communes bénéficieront au minimum des 4 fameux mégabits qui permettent donc d'avoir accès à ces trois offres, etc. D'autre part, il faut savoir que en gros la CUT, le périmètre de la CUT, c'est les opérateurs qui vont financer, mais les opérateurs ne viendront jamais financer la Pérouse Fossat, qui est le plus près par exemple de la CUT. Si la collectivité ne le fait pas, personne d'autre ne fera l'amener de la fibre optique. D'où l'intérêt, effectivement, malgré le coût énorme que cela représente, d'y participer, parce que sans ça, on n'aura jamais la fibre optique, et certains resteront à 525 comme ils sont actuellement. Donc, l'aspect financier. Pour le département, l'investissement pour la phase 1, 179 300 000 euros. Pour ce qui concerne la communauté de communes, puisque l'étude est faite par communauté de communes, puisqu'elles sont appelées à participer financièrement si elles acceptent de rentrer et d'approuver le schéma départemental d'aménagement numérique, l'investissement se monte à 6 315 552 euros. La participation, donc je vous fais grâce de tous les subventions, les engagements de subvention qui ont été pris par les uns et par les autres, il reste à charge pour la communauté de communes 6,27 du montant des 6 millions, ce qui donne pour nous 395 985 euros. Donc ça veut dire que sur cet investissement de 6 300 000, il faut que nous payions, j'arrondis, à 400 000 euros. Comment on finance cet investissement?
Cet investissement, il est financé à 50%. Si nous le souhaitons, on peut dire, si nous sommes une communauté de communes très riche, on peut très bien payer, décider qu'on le finance. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour laisser ne pas étouffer les collectivités territoriales, surtout dans une période de dotation budgétaire en baisse, et souvent fortement en baisse, nous avons la possibilité de financer 50% de cette somme par un emprunt à la Caisse de dépôt et consignation au taux de 2%, avec la possibilité d'avoir la première échéance à 5 ans. Donc ça, c'est des études qu'on fera, mais je veux dire qu'il n'y a pas de couteau sous la gorge, c'est pas ça qui va mettre en péril la communauté de communes. Par contre, il faut avoir à l'esprit que ça va faire une annuité d'emprunt pour 50% de la somme de 14 000 €. Comme il faut financer les 50 autres pourcents d'une manière avec d'autres organismes financiers, donc on aura une échéance annuelle de 28 000 €. Mais il faut penser qu'après viendra la phase 2 et la phase 3, et donc on va avoir une période où on aura 3 emprunts qui vont pour arriver à faire que la fibre optique soit partout. La réunion, les maires ont décidé de vous proposer d'aller vers ce schéma, parce qu'on ne se voit pas dire à nos usagers que c'est trop cher et qu'on ne peut pas financer la fibre optique. C'est comme si on disait on ne peut pas financer l'électricité parce que c'est trop cher. Donc on a tous besoin, pour des raisons différentes, d'avoir de l'eau. Donc c'est notre responsabilité de participer à ce schéma. Mais pour donner toutes les informations, vient aussi s'ajouter, et qui est plus cher que l'investissement, c'est la participation au fonctionnement. Parce que pour faire fonctionner donc, ce schéma, il faut avoir un syndicat mixte qui doit porter et l'emprunt de l'investissement pour ce qui concerne le département, le maintien du réseau hertzien, c'est-à-dire là où il n'y aura pas la fibre, la montée en puissance pour que ça soit efficace, que ça marche sur un réseau hertzien, c'est des techniques qui seront développées, mais il faudra qu'elles soient fiables et que ça fonctionne bien. Donc tout ça, ça a un coût. Donc le coût estimé à 2 € par an et par habitant pour la communauté de communes, ce qui fait 40 000 € par an en fonctionnement. Ces 2 € se divisent en 750 000 € pour payer la structure et le personnel du SDAL. Vous avez le 450 000 € pour la maintenance des réseaux et 800 000 € à peu près pour le remboursement de la dette. Donc il faut le savoir, ça a un coût et ce fonctionnement tombera le jour où il y aura la fibre partout et qu'il n'y aura plus un réseau hertzien. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas pérennisé à très long terme, mais après sur l'État, il faudra financer le temps de l'équipement, il faudra financer le stade. Donc ça a un coût. Ça a un coût pour la communauté de communes qui n'est pas prévu. Donc il faudra penser, quand on fera le budget, bien peut-être à justifier une hausse d'impôt par rapport à ces 2 € par habitant, qui quand on les met en balance avec le prix d'un abonnement pour du haut débit, qui va en moyenne à 360 € par an, 2 € par an, c'est pas très important, et donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de difficultés si on ne peut pas le financer en dehors par l'impôt, de le faire passer par l'impôt. Voilà la présentation. S'il y a des questions, on va vous répondre. Moi, j'ai juste une remarque, c'est pas une question. Ce qui me surprend quand même, c'est qu'on nous parle des fonds européens et que le taux de participation sur un projet comme ça, qui permet justement un développement économique pour nos entreprises, pour les gens qui sont en zone rurale, qui savent si bas. C'est qu'une remarque, c'est pour ça que je n'ai pas de réponse à ça. Mais voilà. Je précise que la subvention de la région. Non, on parle de laisse-moi finir. La subvention de la région pour l'ensemble de Midi-Pyrénées, ça a été un budget de 100 millions d'euros. 100 millions. Sur les 100 millions d'euros, la moitié sont apportés par l'Europe. Donc, dans le cadre des fonds structurels. Donc, on a l'Europe qui participe via la région. On n'a pas fait l'État.
il y a Frédéric Lambert, et après il y a aussi Puisque maintenant, la région est détentrice des fonds européens. C'est elle qui gère les fonds européens. Donc ce sont les fonds de la région, de l'européen, qui vont financer la région qui est On peut voir l'amélioration du débit quand sur le commune. Alors, l'engagement du stade sur la phase 1 commencera maintenant en 2016, on est sur 2020 et sur 2015, le temps que tout s'organise, se mette en place, donc il y a de fortes chances qu'on ne mobilise pas d'investissement ni de fonctionnement cette année-là, mais c'est 5 ans. L'engagement est pris sur au bout de 5 ans. Ça veut dire que pour nos usagers, on peut dire qu'on est sûr que dans 5 ans, ils auront pratiquement tous. Alors pourquoi on dit la quasi-totalité? Parce que vous n'empêcherez pas le cas particulier de l'écart qui amène à quelque chose, et surtout quand ce n'est pas de la fibre, donc si c'est de l'hertzien, il y a quelque chose qui fait écran, tout ça, on ne va pas à 100%. On ne sait pas exactement, mais le but c'est quand même d'aller vers les 100%. Donc d'une manière quasi générale, on peut dire que d'ici 5 ans, on aura au minimum 4 mégabits par seconde. Mais vous aurez aussi beaucoup de gens qui auront entre 4 et 10. Indépendamment de la fibre. Hein. Les 3 communes qui auront la fibre, donc c'est 10, mais beaucoup plus. Ça peut aller, Sur l'ensemble de la communauté, il y a 8000 prises à faire. Il y a 8000 prises, c'est-à-dire 8000 abonnés potentiels sur les terres communales. Oui. Alors, il y aura 8000 abonnés pour sachant que la fibre arrive donc juste à la porte de l'abonné, hein, c'est-à-dire c'est dans tout le. Voilà. Parce que finalement, la DSL, on croit, etc., ils abandonnent le projet qui est de mettre des NRA, etc., à des endroits bien précis, et faire le transport par le réseau, télécom. Ça c'est la pire des solutions, donc ils l'abandonnent complètement, et ils vont faire soit par le réseau hertzien pendant ces 4 ans pour ceux qui n'ont pas la fibre, soit par le satellite. Voilà. Des questions? Autre question. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. On a une prochaine réunion mardi prochain sur ce sujet où on aura un peu plus de précision. Autorisation de signature de l'avant-projet détaillé pour le siège et autorisation de dépôt du permis de construire. Monsieur Circolette. Le pays est prêt. Aujourd'hui, en commission et en moyenne. Donc, il faut juste l'arriver. Il faut déposer le permis de construire la semaine prochaine. Après 2 mois de travail, c'est prêt. Question là-dessus? Sur le, Oui. Sur le dernier projet, là, les pannes de sordide qui avaient été sur les 2 bâtiments de stockage de véhicules, les pannes de toiture sont toujours accordées à reposer des frais. Ils n'ont pas modifié le. Non. Et les hauteurs de portail ne sont pas modifiées. Les hauteurs de portail, ils ont été modifiés. Il y en a 2 euros. 2 euros pour faire passer les véhicules. Ça c'est les romans, mais c'était modifié. À quelle hauteur? Je suis à 80, ça, 80. Ouais. On a 2 à 80. Mais on a modifié tout le temps, ça. C'est pas la dernière réunion. Quand on a fait la réunion de la commission, les maires, les portails étaient déjà faits. C'était modifié. Il avait dit que c'était 3,50 m dans la maison. Non, 80. Depuis le début, ils avaient prévu parce qu'ils étaient aperçus que c'était correct. Non, c'est pas vrai. Donc on ne tient pas compte de la volonté du ministère de l'Environnement de faire du photovoltaïque sur les bâtiments. Si, on a l'étude, mais bon,
Quand on a mis le prix, avant qu'on se retrouve ce rendement là-dessus, c'est que le contrat est possible. Ça a été chiffré, on a les chiffres, monsieur, sinon on va pas venir ici. Alors, sur les bâtiments, l'investissement est assez lourd par rapport le retour sur l'investissement, c'est assez lourd. On a essayé de le faire nous sur des bâtiments communaux, on a faire des ateliers. Pour étant, je vous avoue qu'on a abandonné quand même le sujet vu le retour sur l'investissement. La remarque, vous le savez, c'est pas un problème économique, c'est que ces volets a dit souhaiter. Si le jour ça devient une obligation, on a les deux voitures qui sont tournées à l'envers. Donc c'est bien d'accord. Ils sont au point de ne pas pouvoir installer le photovoltaïque. Ils sont dans le procès complet. Pas d'autres questions, pas d'autres interventions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant, c'est l'autorisation de signature de la convention avec l'AFC, l'association familiale d'Intercantonal. Ah non, je veux dire que je ne peux pas être jugé parti. Donc vous ne prononcez pas là-dessus. Je considérais que je ne suis pas là. Voilà, d'accord. Donc c'est une subvention pour l'octroi chaque année qui est de 2 000 € et qui est attribuée donc à l'AFC 10 000 €. 10 000. On a pas dit 2000. Ah non, 10 000. Non, on a pas dit 2 000. J'ai dit 2 000. Je suis ému. Dès qu'on donne de l'argent, ça me traverse. Dans 10 000 €, vous savez, bon, je ne rappellerai pas tout ce que fait l'AFC sur notre territoire, le nombre de personnes qu'elle emploie et le nombre de personnes aussi qu'elle vient suivre et qu'elle accompagne chaque jour, et ce qui permet donc du maintien à domicile pour une quantité de personnes sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des interventions à ce sujet? Pas d'intervention, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Et vous notez que M. Bush ne prendra pas au vote. Réduction du temps de travail de Laurence Souillac, reconduction. Mais non, mais attendez que je me prononce. C'est elle qui l'a demandé, c'est pas moi qui vous le propose. Elle a demandé de bénéficier à 90%. Ça fait la 4e année, là. Hein? Puisqu'il y a eu pendant 3 ans. Maintenant, il faut le reconduire. Donc, elle souhaite travailler à 90%. Et donc, je pense que le président de la commission Petite Enfance n'est pas contre. Absolument pas. Je pense que c'est important, c'est un souhait qu'elle ait mis à nouveau. Bon, moi, je vous invite à lui accorder. Pas d'autres interventions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Reconduction de contrat d'accompagnement dans l'emploi. Donc, c'est un agent que nous avons donc au service des ordures ménagères. Son contrat se termine le 1er décembre 2014. Nous avons la possibilité de reconduire ce contrat aidé pendant une durée de 1 an supplémentaire. Et je vous propose donc, parce que nous avons besoin du poste de cet agent, et je vous propose, sous le contrôle du président de la commission ménagère, qui va intervenir, éventuellement de reconduire ce poste, ce CAE. Voilà. Je rappelle que le SIVOM des ordures ménagères, dans toutes les communes et dans l'intercommunalité, a été dissous et la compétence transférée de fait à la communauté de communes. Mais sur le budget du SIVOM, avec les modifications que l'on a apportées,
qu'on avait voté avant la dissolution la création d'un poste pour le nouvel fonctionnement du CIVOM. Il se trouve qu'il y a eu l'opportunité de faire donc, un contrat aidé. Et donc, dans un souci de bonne gestion, on a bénéficié de ce contrat aidé, sachant qu'à terme, le jour où le contrat aidé se termine, l'emploi sera pérennisé, puisque c'est un besoin qui avait été évalué par la commission ordure ménagère, et l'emploi a été financé dans le budget. Voilà. Donc c'est juste une régularisation, c'est pas un emploi nouveau. C'est pour rappeler aux gens qui ne sont pas à la commission ordure ménagère pourquoi on a fait ce contrat aidé. Si on n'avait pas eu le contrat aidé, on aurait fait un CDI directement. C'est un contrat de 35 heures, pour s'interroger là-dessus, et des rôles sur la base minimale du SMIC horaire. On se prononce ce qui est pour. Oui. Excuse-moi. C'est pas par rapport au sujet. C'est le ordure ménagère qui m'a fait réagir par rapport à ce qu'on a voté tout à l'heure en ce qui concerne les indemnités de secteur. Comment se fait-il, puisqu'il y a eu la solution du CIVOM, certes il y a un budget à part, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel il y a un budget à part. Pour les hommes d'activité, on a un budget à part aussi. Pourquoi là, pour ce budget particulier, on voit que les indemnités à part secteur? Les autres budgets sont des budgets annexes. Oui. Là, c'est un budget des services, le reste du monde, c'est services publics, industriels, commerciaux, donc qui n'est pas considéré comme un budget annexe, c'est un budget à part et qui nécessite une unité à part. Non, mais tu poses la question. Tu réussiras pas à faire. Et de toute façon, on ne peut pas faire autrement, puisque c'est lui qui paye les factures, qui encaisse les recettes pour les ordures ménagères, et donc c'est tout à fait légal, et c'est pas assimilé. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Voilà. D'autres interventions pour que je vous fasse pas rappeler le nom. Il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. C'est donc la promotion à un poste de technicien principal de deuxième classe à un agent qui est également au service des ordures ménagères et qui a réussi le concours de passer au niveau supérieur. Alors ça pose un problème particulier parce que son salaire va considérablement augmenter. Il va gagner 10 € de plus par mois. 14. Voilà, c'est 14 € de plus par mois. Donc voilà, il a, comme quoi il est bien récompensé d'avoir réussi le concours. Voilà. Voilà. Oui, enfin, il faut attendre un certain temps. Je veux dire, ça va se traduire à secrétaire. Ah, une secrétaire de droit. Voilà. Toujours bon, bravo. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Programmation des investissements du service de 2015, du service des OM, les ordures ménagères. C'est toujours pareil, quand on établit le budget, on fait des prévisions d'investissement pour des bacs, et le Conseil général nous demande nos besoins qui ont été déterminés, et là on est à la phase où donc, on passe à la réalisation de l'investissement pour 50 caissettes, 40 bacs et 6 colonnes aériennes. Voilà, c'est chaque année, en fonction des besoins qui sont déterminés en commission ordure ménagère, qu'on prévoit pour l'année suivante les investissements. Ce qui fait un montant total à peu près 15 000 €. On est à 15 000 € hors taxe. Des questions là-dessus? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant, subvention pour les manifestations. Alors la commission vous propose, c'est réuni, de donner une subvention de 600 €
alla Sego Canto pour la fête de la Boisson, une subvention de 750 € pour Rock Tombled pour un événement culturel et 400 € pour les Amis d'Édouard pour un festival de musique. Édouard Buleux, pour ceux qui se posent la question. C'est sur la commune de Gorée. Ok? Oui. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause le travail de la commission. Par contre, je m'interroge et je regrette que le président de la commission n'ait pas pu être là parce que je lui ai refusé la question. Il semblerait qu'il y avait un règlement d'attribution des commissions, des subventions qui avait été élaboré. C'est-à-dire qu'il y avait un scoring et il me semblait que chaque projet pour être éligible à la subvention devait être porté par un maire. Ça, c'était la première condition. Et la deuxième, c'est que la commune, si c'est un projet uniquement sur une commune, la commune qui portait le projet donc, pour l'association participait aussi à une subvention pour cet événement. Et donc, la question que je pose, c'est est-ce que ces règles ont été changées? Oui. Et donc, si elles ont été changées, ça veut dire que le règlement a été changé, mais que pour changer un règlement, la commission a le droit d'élaborer un nouveau règlement, mais c'est le conseil communautaire qui valide. Or là, est-ce que ces subventions ont été attribuées avec les modifications que vous avez décidées ou pas? La seule modification par contre, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir une subvention de la commune. La commission est légitime pour le proposer. Mais c'est le conseil communautaire qui devra valider le nouveau règlement. Mais la commission ne peut pas anticiper une décision du conseil communautaire qu'elle va voter. Donc je réitère ma question, est-ce qu'il y a des subventions là qui bénéficient du nouveau règlement non approuvé par... Et donc je suis désolé, mais... Oui. Pour les projets justement pour ces subventions, il ne fallait pas attendre 2 ans si la commune avait déjà fait... Si, ça c'est resté. C'est resté. Les critères ont été remixés par l'ordre de priorité. La grosse différence, c'est qu'avant il fallait, si vous vouliez 1 000 € de subvention pour votre manifestation, il fallait que la commune mette plus que nous. Et ça, donc, on a au moins plus. Et ça, c'est donc ça a été supprimé. Un exemple. Et si ça a été supprimé, ça doit. Voilà, c'est-à-dire que moi je ne porte pas de jugement, la commission travaille, mais elle ne peut pas. Il faut que puisqu'on est en début de mandat, il ne faut pas que les commissions se substituent au conseil communautaire. Les commissions font un travail important parce qu'elles détaillent le terrain, elles prennent des décisions qui doivent être validées par le conseil communautaire. Et en général, le conseil communautaire, jusqu'à présent, suit plus ou moins les décisions de l'action. Mais c'est quand même important là. Si je pose la question, c'est parce que, honnêtement, je n'ai pas regardé à qui étaient les subventions. Par contre, on a attiré mon attention sur le fait que le règlement avait été changé et sans être passé au conseil communautaire. Donc il faut au prochain conseil communautaire qu'on valide le nouveau règlement. Je vous propose donc de sursoir à l'attribution de ces subventions. Celles qui ne sont pas dans le cadre, c'est peut-être qui sont sous l'ancien règlement. Non, c'est tout dans le cadre de moi. Moi, je pense que là, tout le monde doit être traité de la même façon. Il y a approbation du nouveau règlement si il y a approbation qui sont modifiées. Et à la suite, donc, la commission se prononcera sur la subvention. On fait un report. Je vous propose qui est pour le report, qui est contre le report et qui s'abstient. Donc, on reverra ça donc ultérieurement. Donc, le point suivant, tarif à la RPI des communes de Gorée, au Saint-Bernard et Valaisie. Monsieur le Président de la Commission. Donc, vous avez 2 grilles qui vous sont proposées. Alors, d'abord, pourquoi 2 grilles tarifaires sur Saint-Bernard et sur Valaisie au niveau des TAP? Puisque vous savez tous d'ailleurs, que sur le TAP, au niveau de la communauté de communes, c'est gratuit pour les familles. Voilà. Et que sur les communes de Bourg-Saint-Bernard et de Valaisie, c'est payant. Donc, pour
une équité sur le traitement au niveau des enfants dévorés qui font partie de la communauté de communes. Nous sommes obligés de mettre des tarifs pour que cela puisse être remboursé aux familles, puisqu'il serait malvenu que certains enfants payent l'État et d'autres non. Voilà. Donc, il nous est proposé cette grille qui est bien sûr en rapport des tarifs proposés par la commune de Saint-Bernard et de Vallée-Sud. Elles s'appliquent aujourd'hui. Voilà. Et ces tarifs sont différents, bien sûr, sur Saint-Bernard et Vallée-Sud, puisque les communes de Saint-Bernard et Vallée-Sud ne prennent pas en charge de la même façon les PAP et la participation communale. Voilà, tout simplement. Donc les enfants de la commune de Morée sont traités comme les autres enfants de la communauté de communes. Dans ce cas-là. Eux ne sont pas. Voilà. C'est un souci d'équité. Donc, tout à fait, de toute façon, nous sommes obligés. Donc, nous avons uniquement des tarifs pour voir Saint-Bernard et Vallée-Sud. Oui, puisque la communauté de communes ne paye pas les tarifs. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Pas d'intervention. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. C'est l'autorisation sociale pour les conventions de mise à disposition du personnel des locaux pour les communes à ces projets. Monsieur le Président, nous écoutons. Oui, donc toutes les conventions sont prêtes, la mise à disposition des locaux, bien sûr pour les arrêts, aussi les garderies. Et à ce sujet-là, nous allons convoquer une réunion et demander aux communes concernées, puisque sur la communauté de communes, sur les 18 communes, il y a des écoles, demander bien sûr une suivi pour suivre cette mise à disposition et suivre tous ces dossiers, qui est toujours pareil, mais qui est le traitement, mais pas bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant. Transformation du syndicat mixte Scott-Nord-Toulousain en pôle d'équilibre territorial et rural, PETA. Donc, il a été proposé, il vous est proposé de vous prononcer sur la transformation ou non du syndicat mixte Scott en PETR. C'est-à-dire que le PETR est le moyen, si vous voulez, de faire transiter des fonds leaders pour l'attribuer aux communes qui sont adhérentes, donc qui font partie de ce PETR. Nous en avons longuement débattu en réunion des maires. Est-ce qu'il y a là-dessus des interventions? C'est surpris qu'on dise que c'est simplement pour le fonds leader. Oui. Le PETR, c'est le scope, plus après une structure qui doit avoir les compétences. C'est ce que je dis. Oui, compétences. Compétence du fonds leader, c'est-à-dire c'est le lieu de contractualisation entre la région et la structure pour pouvoir bénéficier des fonds leaders. Monsieur Pugy, vous pouvez nous en dire plus? Je vais dire quelques mots et vous me permettrez de resituer les choses dans un contexte ancien qui était celui, jusqu'à aujourd'hui, de l'existence de deux structures. D'une part, le SCOP, pour s'assurer de la planification autour des sujets qui traitent principalement de l'urbanisation, et de l'autre, la structure Pays Toulousan, qui avait pour vocation à assurer la contractualisation, notamment avec la région. Qu'est-ce que ça veut dire que la contractualisation? Simplement la possibilité de bénéficier de financement de la part de la région, puisque la région souhaitait avoir sur le territoire de Midi-Pyrénées des territoires plus vastes que les seules communes ou que les seules communautés de communes. Et donc la région avait contractualisé avec les 32 pays
qui existait sur le territoire de la région. Le législateur a souhaité harmoniser ces modes de fonctionnement et a créé au mois de janvier 2014 un nouveau dispositif qui s'appelle le PETR, Pôle d'équilibre territorial et rural. La vocation de ces PETR était de se substituer au pays d'une part et au SCOT d'autre part. L'idée des PETR était de fédérer dans une même et unique structure la compétence planification, urbanisation et la compétence contractualisation, c'est-à-dire financement. Avec le PETR, l'idée est donc de mutualiser les deux structures. Nous étions donc, nous sommes les uns et les autres mobilisés dans les différentes structures où nous représentons la communauté de communes. Nous avons organisé de très nombreuses réunions pour réfléchir à ce sujet. Et nous nous sommes rendus compte, en développant notre réflexion, que nous allions en effet créer une structure cohérente, mutualisée, importante, qui accueille en son sein des pouvoirs particulièrement importants qui pouvaient être de nature, ces pouvoirs, à impacter la propre volonté politique des communautés de communes. C'est-à-dire que dès lors que l'on crée une structure qui serait, non pas au-dessus, mais malgré tout, avec une vocation à fédérer ces deux grosses structures dont je vous parle, le pays et le SCOT, ça pouvait, je le répète, être de nature à impacter la libre administration des communautés de communes. En tout cas, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait véritablement dans nos structures deux écoles entre celles et ceux qui étaient pour la création de ce PETR d'une manière importante, et puis ceux qui étaient plus craintifs par rapport à toute perspective de mutualisation. Nous avons été amenés à voter dans le cadre du SCOT, et le résultat a donné le score suivant: 15 pour, 13 contre et 2 abstentions. C'est-à-dire le résultat le plus effroyable qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire que, grosso modo, il y a deux façons d'appréhender les choses. Il faut donc que nous soyons tous collectivement les plus intelligents possibles, et nous avons réfléchi à quelle pouvait être la solution. La solution qui a été proposée, c'était de porter le PETR dans le cadre du SCOT. Le SCOT qui est un syndicat mixte, le PETR qui est donc un syndicat mixte, le SCOT porterait le PETR et le pays viendrait nourrir ce nouveau syndicat mixte qui serait le PETR. Ça, cette structure-là, telle qu'elle est envisagée, ne crée pas le consensus. Quelle peut être la proposition de substitution? Parce que quand je parle de proposition de substitution, il faut bien comprendre une chose, le président l'a dit dans ses propos introductifs. Pourquoi est-il important de disposer d'un PETR? Eh bien, pour disposer d'une part, bien évidemment, des fonds du Conseil régional de Midi-Pyrénées, mais aussi pour bénéficier des fonds structurels européens et d'un nouveau fonds auquel nous n'avions pas droit jusqu'à présent et pour lesquels nous n'étions pas éligibles, les fonds européens qui s'appellent LEADER, qui sont des fonds qui pourront être attribués tant aux communautés de communes qu'aux communes, voire même aux particuliers, par exemple dans le cadre
de projets, de gîtes ruraux, des choses comme ça. Les fonds leaders sont une vraie opportunité pour notre territoire, puisque jusqu'à présent, nous n'étions pas éligibles parce qu'on a été considérés comme étant trop proches de l'agglomération toulousaine. Donc, pour pouvoir bénéficier de cet argent, de cette manne financière, nous sommes obligés de créer un PETR. Et donc, à partir de là, l'idée qui pourrait faire consensus, et à laquelle nous avons réfléchi tous ensemble, avec le président, le bureau des maires, avec les autres communautés de communes, serait dans la réalité de créer un PETR ex nihilo qui serait créé en parallèle du SCOT. C'est-à-dire que pour faire simple, nous aurions le SCOT qui continuerait de fonctionner comme il fonctionne jusqu'à présent, en termes de syndicats mixtes indépendants, avec une gouvernance propre que nous avons élue il y a peu de temps, bon, etc., etc. Et nous créerions le PETR sur les fonds baptismaux du pays toulousain. En quelque sorte, le pays toulousain, qui est aujourd'hui une structure associative, se créerait sous forme de syndicat mixte, PETR. Et ainsi, le paysage du territoire du Nord toulousain serait le même que celui que nous connaissons aujourd'hui, avec d'une part le SCOT, d'autre part le PETR du pays toulousain. Donc d'une part, il y aurait la planification, l'urbanisation, de l'autre côté, la contractualisation et le financement des projets. L'idée, en créant ces deux structures, nous permettent d'éviter de créer une structure trop importante qui capterait beaucoup de pouvoir et qui traiterait à la fois de la planification et à la fois des financeurs. En créant ces deux structures, chaque camp, si j'ose m'exprimer ainsi, il ne s'agissait pas de camp, il s'agit d'appréhensions différentes. Chacun fait un pas l'un vers l'autre pour le plus grand bénéfice du territoire, tout en préservant tout ce que nous avons construit depuis 6 ans. Rien ne change, rien ne bouge, on renforce simplement le pays en le dotant d'un statut de syndicat mixte et en lui permettant de faire bénéficier au territoire de financements plus conséquents, tandis que le SCOT continue de vivre sa vie comme il l'a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et de ce fait, aujourd'hui, il nous est demandé de nous prononcer sur la délibération du SCOT, qui est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est celle qui avait été favorable à la création SCOT et PETR, c'est SCOT et pays, qui a obtenu 15 voix, 13 contre et 2 abstentions. Donc on doit se prononcer par rapport à ce sujet. Mais il est entendu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons éviter qu'il y ait des frustrations, des problèmes, des crispations, il faut conduire à faire des propositions différentes, mais des propositions aussi concrètes. C'est la raison pour laquelle, en bureau des maires, avec l'aval du président, nous proposons dans la réalité de voter contre cette délibération, c'est-à-dire contre la constitution du SCOT PETR, et d'y ajouter, parce que si nous ne faisions que voter contre, à ce moment-là, nous ne pourrions pas récupérer le financement, de demander à ce que l'on puisse créer un PETR ex nihilo. C'est-à-dire c'est une double délibération. On vote contre ce qui est proposé, mais pour la création du PETR ex nihilo. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. Et maintenant, je veux bien répondre à vos questions si vous voulez. Je pense, je voudrais ajouter simplement une chose qui n'a pas été dite, c'est que pour que
le projet que vous avez devant vous, sur lequel vous devez vous prononcer, soit adopté, il faut qu'il n'y ait aucune communauté de communes qui se prononce contre. Ok? C'est pour ça que quand Didier vous dit 15, 13, 2, cela laisse supposer qu'il y a des communautés de communes qui sont défavorables ou qui se prononcent contre. Moi, je pourrais quand même rajouter quelque chose, parce que lors de ce vote, j'étais délégué suppléant, et comme tous les titulaires étaient là, et c'était très bien, et j'ai pas participé au vote, je voudrais quand même préciser sur le 15 pour, 13 contre et 2 abstentions, quand on sentait la tension qu'il y avait et le risque éventuellement qu'il y ait une égalité ou un basculement contre, il a été souligné qu'il était intéressant de donner la parole aux intercommunalités sur ce domaine. Parce que si le SCOT avait voté contre, vous l'aviez même pas en délibération. Donc voilà, il y a aussi ça à rajouter. Parce qu'avant le vote, il a été indispensable que s'il y avait vote contre, eh bien, on n'en discuterait même pas. Donc ça, c'est important. Parce qu'on met en avant 15 pour, 13 contre, mais il y avait ça aussi. Oui, sur le livre. Il a été question de fonds baptismaux. J'observe que ceux du PETR se situent à l'adresse du SCOT. 16 avenue de Pont-Royal à Lausanne. C'est une proximité prometteuse, disons. Et j'ai participé énormément à ce débat, on a vu certaines dates, mais il ne faut pas dramatiser non plus la chose. Si aujourd'hui il doit y avoir 2 entités, c'est pour mieux préparer la suite. Voilà. Le problème il est là. Moi j'ai participé, j'avoue que c'est complexe et facile à la fois. Mais il faut savoir que ce PETR est soumis à des règles qui s'appellent des règles du CGCT, etc., qui a des articles à 13 heures. C'est ces articles-là qui ont posé problème parce qu'ils permettaient, disons, non pas à la majorité absolue, mais à une majorité aux 2/3, de prendre des dispositions de mutation, de ceci et de cela. Le fond du problème aussi, c'est qu'on va arriver petit à petit à une réunion des intercommunalités pour créer un groupe. Ce qui en soi n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais on n'est pas prêt non plus à commencer avec ce truc-là. Il y a des intercommunalités qui viennent de se créer et qui ont dit laissez-nous le temps d'absorber l'intercommunalité et après on voit. Donc, je pense que la solution qui est proposée, telle que l'a décriée, c'est quand même la moins mauvaise, disons, et que ça ne peut que tranquillement faire notre projet de territoire, parce qu'entre-temps, on prenait un peu les choses à l'envers, de par le fait qu'il y a obligatoirement de créer le statut, et après de faire le projet de territoire pendant 12 mois. C'est travailler à l'envers, mais ce n'est pas la faute de ceux qui le constataient, c'est que c'est comme ça. C'est qu'il faut d'abord créer le statut, dans lequel il y a etc., tout un tas de règles soumises à l'intérieur du statut, et qu'après on fait le projet de territoire. Donc il aurait mieux valu faire le projet de territoire, dire comment ça fonctionnait, combien il y a de personnel, combien ça coûte aux intercommunalités, tout ça, ce n'est pas marqué. On prend une décision qui, en fait, n'est pas complexe. Donc l'intérêt, c'est de faire ça nous permettra de faire pendant un certain temps ce projet de territoire, dans lequel on saura exactement où ça va, et on pourra démontrer l'intérêt du PETR avec le SCOT, ce qui effectivement se fait sur le même territoire. Voilà, toutes ces questions-là permettront d'avoir une idée beaucoup plus précise et de pouvoir s'engager tout à fait sereinement sur ce projet. Et 2 choses. La première, quand même, pour dire au conseil communautaire que la réunion des maires de lundi, je veux dire, on n'a pas réussi à se départager par rapport au fait que ce soit le SCOT qui porte ou qui ne porte pas, puisque sur tous les maires présents, il y avait 8 maires pour que ce soit le SCOT, dont moi, et 8 maires pour qu'on crée un PETR sans le SCOT. Je prends l'acte, il faut avancer. Je suis partisan qu'il se crée un PETR, donc je préfère un PETR, même si ça ne correspond pas à l'esprit de la loi, mais au moins qu'il existe, parce qu'on aura besoin d'avoir les faux leaders pour nos projets. Mais je voudrais dire, répondre à Edmond, que j'ai du mal à comprendre son argumentation, parce qu'il nous explique que Didier explique
que si le SCOT devient PETR et avec le... Donc ça fait une grosse structure qui peut nous obliger à... Et Edmond nous dit, s'il n'y a pas le SCOT, dans les statuts du PETR, il y a quand même toujours la possibilité d'obliger à des regroupements intercommunaux. Donc le problème pour moi, pourquoi je maintiens que je suis partisan que ce soit le SCOT, parce que le problème c'est pas le SCOT. Le problème c'est le potentiel que le législateur a donné au PETR pour préparer éventuellement, à condition qu'il y ait des majorités qui le veuillent, des regroupements d'intercommunalité. Donc le danger d'une prise de décision à la majorité, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, d'arriver à des regroupements de communautés de communes, existe quel que soit le PETR, s'il est porté, s'il est tout seul ou s'il est avec le SCOT. Voilà. Moi, ça ne me gêne pas, je suis partisan pour le regroupement d'intercommunalité. Mais je dis aussi que le regroupement d'intercommunalité, c'est la volonté des élus. Or, je me rends bien compte que la difficulté à monter un PETR avec le SCOT, c'est ce danger justement de se retrouver obligé de fusionner les intercommunalités. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on veut séparer le SCOT du PETR, et donc je suis pour la création d'un PETR, mais sur ce vote-là, moi je suis pour simplifier, puisqu'on parle de simplification, qui est une seule structure, et donc je voterai pour que ce soit le SCOT qui porte le PETR, mais je me referai après à la décision qui sera prise, mais je ne veux pas que dans mon vote, la vision que j'ai du développement du territoire, passer à côté d'un outil de simplification. Oui. Oui, moi je remercie Joël parce qu'on a une présentation, une approche un petit peu contradictoire. Je trouve que c'est posé bien défaut dans la façon dont le sujet était évoqué. Moi je crois j'avais pu comprendre qu'on était dans un contexte dans lequel l'État nous avait quittés, avec l'incitation d'ailleurs par le fait que les fonds d'IDER étaient accessibles, à participer modestement à la réforme territoriale. Et là, l'exercice aujourd'hui nous amènerait, si on suit notre thèse, de passer d'un syndicat mixte à deux syndicats mixtes. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement réussi en termes de participation à la simplification du millefeuille. Ça, c'est le premier exemple. Après, on nous dit qu'il y a une opposition forte au niveau, pas une majorité, mais une opposition forte, locale, c'est-à-dire au niveau de cette fusion, lorsqu'il y a eu ce vote qui s'est passé au niveau du SCOT. Moi, je regarde 15, 13, 2. Je me pose la question, la communauté de communes de Coteau-Giroux s'est exprimée. Elle a 5 voix. En fait, ce sont les personnes, les délégués, individuellement, qui se sont exprimés. Ils ne sont pas été porte-parole du sentiment qu'on peut avoir de façon majoritaire ici. Donc, pour moi, la messe n'est pas forcément dite. En termes de fusion, pas fusion. Autrement dit, si on était, mettons qu'on est 2 ou 3 voix qui penchaient pour le compte, si on était à 18 contre 10, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, un dernier argument pour moi, j'entends très bien le risque qu'il peut y avoir qu'une seule communauté de communes bloque le projet de fusion et de ce fait-là, qu'on soit en difficulté pour la gestion des fonds européens, du moins dans le premier exercice. J'entends très bien ça. Mais alors pourquoi ne pas faire le contraire, ce qui est proposé, c'est-à-dire nous de dire que on vote pour la fusion. Et donc ça, c'est la volonté du conseil communautaire de dire si on peut le faire, faisons-le. On vote pour la fusion. C'est l'histoire d'impacter la liberté de commune. C'est toujours les mêmes élus. Donc on vote pour la fusion. Par contre, on dit que si il y a une communauté de communes qui bloque, mais pas nous, on ne prend pas la responsabilité, dans ce cas, alors on est pour le fait que le pays porte le PETR. C'est parfaitement cohérent et ça permet de garantir la sécurité qu'on peut avoir, de pouvoir avoir le plus tôt possible l'accès au fonds. D'autres interventions? Oui. Vous connaissez la tendance de bataille au Cadour et Écoutez, les présidents de communautés de communes
On a eu un certain nombre de réunions, n'est-ce pas? Et il y a certains qui ne viennent pas aux réunions, donc déjà on peut s'interroger sur comment ils vont voter à partir du moment où ils ne participent pas à ces réunions qu'on a eues pour constituer dans ce PETR. Il est évident que quand je vois des gens qui s'attirent à la table, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on y dit. Et donc on a travaillé, on s'est vu plusieurs fois, et on voit bien qu'à la fin de ces réunions, les présidents, on sait très bien qu'il y en a certains qui vont se prononcer contre. Voilà. Oui. Puisqu'on en est à mettre en cause certains individus par leur présence ou pas, moi je voudrais quand même, pour l'avenir, quand on a des délégués de la communauté de communes qui vont émettre un vote qui engage la communauté de communes, ces délégués de la communauté de communes soient porteurs de la décision qui est prise par la communauté de communes. En l'occurrence, chacun y est allé, la fleur au fusil, avec l'idée qui était la sienne et je ne conteste pas le vote de chacun. Par contre, je dis qu'en communauté de communes, quand on est délégué et qu'on engage la communauté de communes, eh bien, on parle au nom de la communauté de communes et pas en son nom propre. Or, dans ce dossier particulier, chacun a parlé en fonction de ses convictions, que je respecte. Mais nos délégués sont délégués de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient porter la décision dans un sens ou dans l'autre, mais qui aurait été prise par la communauté de communes. Sinon, ça veut dire que la communauté de communes en tant que communauté n'existe pas. C'est la juxtaposition de convictions des uns et des autres qu'il exprime, comme bon lui semble, dans des votes qui vont engager nos collectivités. Donc je souhaite, Monsieur le Président, que la prochaine fois que des décisions de ce type doivent être prises par nos délégués, le conseil communautaire ou à tout le moins les maires prennent position en bureau des maires pour dire voilà qu'est-ce qu'on va porter et on peut porter un désaccord. On va les porter qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une position. Et on n'a pas réussi en bureau des maires. Donc on peut constater aussi qu'on a des divergences. Mais question de cohérence et de portée de la voix de la communauté de communes et de Giroux, ça serait bien que ce travail soit fait avant le vote. Alors, personnellement, c'est ce que j'ai demandé, je crois qu'il était ça, moi je me sens mal de faire ces votes-là. Tout ça a été fait en marche forcée. On est revenu en avant, on est revenu en arrière. Ça fait 3 mois qu'on discute de ceci. C'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, je préférerais qu'on fasse les choses tranquillement, qu'on les propose tranquillement et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Mais moi je suis d'accord, j'ai demandé, c'est bien pour ça qu'on a fait une réunion de maire et c'est bien pour ça qu'on est ici. Donc la décision doit être prise par l'ensemble de l'intercommunalité et non pas par un seul individu. Mais on avait fait tout ça à marche forcée. Ensuite, dans ce que tu disais par rapport à ce que j'ai dit, j'aimerais que Didier s'exprime sur ce nouveau tel qu'il a proposé, sur ce nouveau comité mixte qui va être uniquement porteur du PETR, comment il le voit. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous prononcer sur ce qui vous est proposé la délibération. Le reste n'est pas mis en délibération. Okay. Puisque aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est transformation de cet état mixte de Scott Nord-Cousin en pôle équilibre. Après, si vous voulez, on peut remettre tout sur la table suivant le résultat du vote, parce que peut-être le vote sera favorable ou défavorable, je ne sais rien, mais au moins on aura une position qui sera tranchée. Après, c'est une décision politique par rapport s'il y a un vote contre, c'est une décision entre toutes les intercommunalités. Donc, nous sommes bien d'accord, nous nous prononçons dans le vote que je vous propose, nous nous prononçons pour ou contre la transformation du SCOT en PETR. C'est-à-dire la phase, ce qui était proposé depuis le départ. C'est bien d'accord, on vote là-dessus. Qui est pour? Chers amis, on veut aller vite encore une fois, et on veut remplacer une délibération qui est proposée. C'est une délibération, d'accord? Donc on se prononce sur la délibération, et à la suite de ça, on verra bien le résultat du vote, et on prendra acte
du résultat du vote. Surtout, Daniel, que Didier propose une solution, mais une autre intercommunauté pourra proposer une autre solution, on ne sait pas encore. Il y aura peut-être une... Je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour l'instant... Alors, on va passer au vote parce que je crois qu'on a débattu. Qui est pour la transformation du SCOT en PET? Ok, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Vous avez pris les pour, les contre, les abstentions. Vous les avez là? Vous pouvez me les donner? Combien il y a de pour, s'il vous plaît? Ok? Pour. Mais non, mais je pense que c'est clair, c'est les mêmes que vous. Qui est contre? Voilà. Et qui ça? Vous avez compté là? Qui c'est qui s'abstient? 3 abstentions, c'est bien ça? Vous avez 4. Ok? On passe au point suivant. Le résultat final, s'il vous plaît. Moi, j'aurais bien aimé avoir un mandat de la part de la communauté de communes pour savoir quoi faire maintenant. De la création des UETR. Le résultat, moi, je ne peux rien entendre. C'est quoi? C'est quoi le résultat? Moi, j'ai 8 pour, 4 abstentions et 25 contre. Combien? 25. 35, 36 votants. Non, 37 votants. Donc, ça fait 25 contre, 8 pour et 4 abstentions. Maintenant, avant de passer au point suivant, je pense que c'est important de savoir, Didier vient de dire, est-ce que Didier, qui mène un peu ce débat, peut s'orienter vers un PETR qui existe quand même et indépendant du SCOT? Est-ce qu'on se prononce là-dessus? On a voté qu'on ne voulait pas que ce soit le SCOT. Maintenant, il faut voter est-ce qu'on est pour un PETR? Voilà. Le vote ne veut pas dire qu'on est contre le PETR, on est contre cette forme d'organisation du PETR. Voilà, je veux bien la décision majoritaire qui est prise. Par contre, il faut qu'on prenne position. Est-ce qu'on est pour la création d'un PETR? Je voudrais qu'on ait un peu sous une autre forme. Sur la nécessité d'un PETR, je souhaite qu'il y ait un vote d'adhésion, parce qu'il n'y a pas de délibération, mais qu'au moins on sache si la communauté de communes veut aller vers un PETR. La seule chose que je veux dire, c'est-à-dire que vous vous souvenez, c'est pour ça que j'ai été mal à l'aise dans ce vote, parce que j'aurais aimé qu'on fasse le même vote global. On est contre ça et pour ça. Bon, c'est-à-dire que on a voté contre le fait que ce soit porté par le SCOT. Très bien, c'est acté. Maintenant, si on ne vote pas pour le PETR, ça veut dire qu'on renonce à la contractualisation. Donc, il faut dire qu'on vote pour la création de PETR. Voilà. Et que l'on créera de pouvoir participer à un PETR. On passe au vote. Dans le vote là-dessus, c'est la création. Oui. J'ai assisté moi aussi à une réunion en tant que délégué suppléant. Il m'a semblé que
ont la possibilité de donner ces fonds leaders sans créer PETR. Sous la forme d'un autre syndicat. Sollicité par un syndicat de l'extérieur. Oui, mais pas forcément PETR. Parce que le problème du PETR, c'est pas les statuts. Le problème du PETR, c'est que le statut. Oui, mais ça veut dire qu'il faut créer un syndicat mixte. Oui. Oui, mais la façon. Un syndicat mixte, PETR. Le problème du PETR, c'est qu'il y a. Ah, mais non, mais le fait balancer. Ce qui a fait pousser les communautés de communes, c'est le statut. Ce qu'on pouvait en faire avec les dangers que tu as très bien expliqués. Donc, si on va pour un PETR, quel que soit le syndicat mixte qui va le porter, on tombe dans les mêmes écueils. Exactement. C'est ce que j'ai compris. Je trompe ou. Oui, non, mais c'était l'argumentation de Edmond que j'ai repris en disant c'est pas le SCOT qui pose problème, c'est le statut du PETR. Les statuts, on les a revus. On les a revus. Les a revus. Il y aura un vote, on sera obligé. Est-ce qu'il n'est pas plus sage d'attendre? Aujourd'hui, on est contre. On peut voter pour dire on veut absolument participer, qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour participer au fonds leader. Et on peut aussi attendre en fonction des autres intercommunalités à monter, quelles vont être les propositions qui vont être faites par Edmond, tu as raison, PETR. tu as raison, mais la question, la vraie, moi je veux que les délégués qui vont aller dans ces réunions, qu'ils soient porteurs que la communauté de communes, elle veut un PETR, mais pas porté par le SCOT. C'est ça. C'est ce que je demande. Non, mais attendez. Parce que tout à l'heure, précédemment, on nous a dit comme ça qu'on prenait des positions alors qu'on n'était pas mandaté par la communauté de communes. Or aujourd'hui, on ne sait pas, des réunions de présidents de communauté de communes, ce qui va sortir. Autrement dit, vous nous dites, on ne prend pas position, mais vous nous dites, si on nous propose autre chose, on ne prend pas position. Or, ça veut dire, mais si, parce que moi, en tant que président, quand je discute avec les autres présidents là, ils ne me demandent pas si, ils me disent qu'est-ce que tu penses. Et si j'ai dit, eh bien les gars, moi, on ne crée rien. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Tu viendras nous porter les propositions, voilà. Et si elles nous vont, c'est pour ça que c'est aussi simple d'entendre. Non, si tu as le mandat pour dire, pour affirmer qu'on veut un PETR. Mais c'est pas forcé. Ah mais c'est pour ça que je demande un vote. Que les choses soient claires. Oui. Mais la question qu'on ne s'est pas posée, il faudrait qu'on se la pose avant. Je rappelle que le SCOT peut, lui, prendre les responsabilités pour récupérer les fonds leaders, sans aucun problème. Non. Bien sûr que si, avec tous les problèmes qui soient. Mais si, bien évidemment. Le SCOT, on ne va pas, alors maintenant on vient de dire, à l'instant même, de dire qu'on n'allait pas faire. On vient de voter contre. Bon, je veux bien qu'on vienne sur les votes. Contre le PETR et qu'approuver le SCOT. Alors, la notion de PETR, le Conseil régional comme l'Europe demande la constitution d'un PETR. C'est pas moi qui me suis levé un matin en me disant qu'il fallait traiter avec un PETR. C'est quoi le PETR? C'est un syndicat mixte qui s'appelle Pôles équilibre territorial et rural. C'est un syndicat mixte. C'est un syndicat mixte. C'est pas l'Europe qui nous demande de créer un PETR. C'est pas l'Europe, c'est la région. Et l'État, c'est la région. Bon, alors moi je peux passer autant d'heures avec vous que nous avons passé de réunions. On en a passé plus de 35. Plus de 35 réunions là-dessus. Oui, mais moi j'ai participé à ces rencontres. J'ai rencontré le préfet, j'ai rencontré le président de région pour bien comprendre comment fonctionnaient les choses. La région, aujourd'hui, nous demande de créer dans un espace minimum de 45 000 habitants une structure qui s'appelle, voilà, PETR. PETR, c'est un syndicat mixte. C'est un syndicat mixte qui va porter la contractualisation. Bon, c'est-à-dire, il faut, pour pouvoir bénéficier de ces fonds, il faut une enveloppe juridique. Si on les a pas, alors tu me disais la date. Est-ce qu'il y a une date? Bien sûr,
la date butoir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fonctionne exactement comme l'Union européenne, puisqu'on dépend de l'attribution des fonds de la période 2014-2020. C'est-à-dire que là, on discute pour la période 2014-2020. On doit normalement répondre à la date du 30 novembre. Avant le 30 novembre, on doit dire à la région, on est constitué en PETR et voici les types de projets que l'on souhaite financer. Mais la région a donné une date supplémentaire limite qui est celle du 10 janvier. Si au 10 janvier, nous n'avons pas l'enveloppe juridique qui va avec ça, nous n'avons pas les fonds du Conseil régional et de l'Europe. C'est simple, c'est net, c'est précis. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté et c'est dans tous les textes aujourd'hui. On a, et c'est pour la période 2014, 2015, jusqu'à 2020. Si on loupe cette période-là, cet appel à projet, eh bien, c'est foutu. Mais on a travaillé, puisque Edmond a adressé à toutes les communes, vous l'avez vu, la réponse à l'appel à projet leader, dans lequel vous avez tous, chacun dans vos communes, notifié des pistes de développement. Il ne faut pas mettre très précisément ce dont on a besoin. Il ne faut pas rester, ce n'est pas dans le détail. Mais déjà, on est en train de préparer. Le pays aujourd'hui prépare la réponse à l'appel à projet. Sauf que, je vais vous expliquer une chose, après vous aurez bien compris. Le pays est en train de le préparer. J'ai demandé à nos collaborateurs de préparer cette réponse à l'appel à projet. Sauf que, moi j'ai l'obligation par la loi de fermer le pays au 31 décembre 2014. Donc déjà, je demande à des collaborateurs de s'investir alors qu'ils ne savent même pas ce que demain pour eux sera l'avenir. Mais peu importe, ne personnalisons pas le sujet. Aujourd'hui, le pays est en train de préparer la réponse à l'appel à projet. Il faut répondre à un appel à projet avant le 10 janvier. Et en même temps qu'on répond, on dit, on répond, et le réceptacle, ça va être quoi? On vient de dire que ça ne sera pas le SCOT. Eh bien, il faut donc créer un PETR. Mais là, on est très en retard. Alors, il ne faut pas perdre de temps. Alors, il ne faut pas perdre de temps, sinon si on perd du temps, le 10 janvier, c'est demain. Pourquoi est-ce obligatoire de faire un PETR, puisque vous dites, vous avez dit tout à l'heure que dans les statuts du PETR, il y avait quelques règles qui étaient gênantes, enfin, quelques paragraphes qui étaient gênants. Alors, c'est une confusion. Parce que aujourd'hui, le Conseil régional, comme l'État, alors l'État, lui, il est très catégorique. L'État est catégorique. L'État, il dit, le gouvernement a prévu une enveloppe juridique qui s'appelle PETR, il faut créer un PETR. Bon. La région est plus souple, elle dit, bon, il faut créer un PETR, et ce PETR, il faut qu'il ait 45 000 habitants minimum. Bon, mais nous, la question ne se pose pas. Le principe du PETR est un principe qui est voulu par l'État et par la région. Bon. Il dit, il y a une enveloppe, ça s'appelle comme ça. Qui est obligatoire, c'est ça. Qui est obligatoire, parce que c'est un film. Si on veut... Alors, d'aucuns trouvent qu'il y a encore trop de contraintes parce qu'il y a des risques. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit on fait un pas les uns vers les autres. Si on est dans une situation d'affrontement avec un bloc d'un côté, un bloc de l'autre, on n'y arrivera jamais. Moi qui ai voté pour le SCOT, je suis celui qui vient dire n'allons pas avec le SCOT. N'allons pas avec le SCOT. C'est une trop grosse structure. Ça, par contre, on a la possibilité de le faire. Il ne faut pas trop demander, quoi. On ne va pas, en plus,
demander de quoi faire. Moi, je ne sais pas le faire. S'il y a quelqu'un dans la salle qui sait le faire et qui veut prendre la responsabilité de porter ce syndicat mixte qui s'appellera je ne sais pas quoi, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas comment on va le faire. Bon, c'est toujours aussi confus. Mais non, quelle est la question? J'ai cru comprendre qu'on serait, nous, le pays des et le score du reste, j'ai cru comprendre qu'on serait le seul secteur Haute-Garonne à voter contre la fusion. Et que les autres scores. Tous les autres l'ont créé. Tous les autres l'ont créé. Donc ça veut dire qu'on est plus intelligent, on pense à voter quelque chose. Non mais, Jean-Claude, on ne va pas remettre en question le vote. Non. Moi, je suis pour le SCOT qui prenne et qui devienne PETR. Donc c'est voté, j'admets le vote, mais on a la possibilité de créer donc un syndicat mixte qui s'appellera PETR en dehors du SCOT, et la possibilité, elle sera acceptée, de sorte de chance qu'elle soit acceptée, parce que le périmètre du futur PETR n'est pas le même que le périmètre du SCOT. C'est-à-dire que le périmètre, puisque c'est le pays qui se transforme en syndicat mixte, qui se transforme en PETR puisque le pays disparaît, donc les collaborateurs peuvent rester, ils passent à un statut syndicat mixte, mais le périmètre du pays ne recouvre pas le périmètre du SCOT. Donc on peut juridiquement plaider qu'on n'est pas obligé de fusionner parce qu'on n'a pas le même territoire. Je terminerai. Donc il faut quand même savoir que le SCOT peut porter sans créer de syndicat nouveau la contractualisation par rapport non, Edmond. Ça a été dit. Mais tu peux le dire, mais écoute-moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour dire que la complexité de tout ça, la complexité de tout ça, c'est que tu as vu à la préfecture, un jour tu demandais une chose, le lendemain tu envoyais une autre, etc. Même là, on n'avait pas les renseignements. On disait on ne peut pas faire de PETR à la carte, c'est-à-dire créer au niveau des intercommunalités, dire je veux rentrer, je ne veux pas rentrer pour tel type, je veux rentrer. Voilà. Bon. Alors, moi ce que je propose, personnellement, je pense qu'on peut, nous en tant que délégués, avec l'accord effectivement de tous les membres qui sont là, proposer ce PETR individuel, c'est-à-dire uniquement pour créer le fonds leader, voir ce que ça donne auprès des autres collègues. On peut l'amender, je pense qu'on peut l'amender, c'est-à-dire éviter l'écueil de ces histoires d'obligation, de mutualisation, de disparition, un petit peu des compétences qu'ont les trucs. Je crois qu'on peut l'amender et qu'on peut arriver à un accord. Voilà. On n'a pas besoin de voter pour dire il faut le faire aussi. Je pense que nous avons le mandat pour aller dans cette direction en tant que délégué, et puis c'est tout. Et on verra bien ce qui est proposé par les autres. Edmond, le mandat, c'est le conseil communautaire, est-ce que le conseil communautaire sous une forme de PETR. Voilà. C'est ça le mandat. Oui, et ça, il faut ça. Le seul mandat que maintenant les délégués ont, c'est qu'on ne veut pas que ce soit porté par le SCOT. Maintenant, après, on sera obligé de rapporter ce que les autres proposeront, et peut-être de modifier ceci, mais ça nous intéresse. Voilà. Mais aujourd'hui, quand même, il faut savoir pour répondre à, je ne sais plus si c'est Léandre qui posait la question ou qui, les PETR, quand même, il faut préciser les choses. En Midi-Pyrénées, c'est même pas en Haute-Garonne. Tous les départements, toute la région Midi-Pyrénées a voté pour le portage du PETR, de la contractualisation avec le SCOT. Tous. Sauf. Donc, ce n'est pas un problème. Nous sommes un cas particulier et nous traitons notre problème avec un cas particulier. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand on est confronté à des situations comme celle-ci, où où on n'arrive pas à trouver consensus, si nous n'avons pas collectivement la volonté d'aller au consensus, eh bien nous n'y arriverons jamais, et c'est le territoire qui est en danger, parce que c'est la possibilité pour ce territoire de bénéficier de subventions. C'est comme si vous disiez un petit peu,
qu'on peut se passer des subventions du Conseil général. Bon, est-ce qu'on peut se passer des subventions du Conseil régional et de l'Europe? La région et l'État ont fixé des règles, une enveloppe. C'est pas si terrible que ça que de vouloir créer un PETR. Voilà, on crée un PETR parce que l'État et la région nous le réclament. Tu dis que le consensus que tu appelles du TE, il est beaucoup plus facile à trouver au sein du pays qu'au sein de la fusion SCOT-Pays. Bien sûr. C'est ce que tu dis. Bien sûr, parce que ce que je dis, c'est que la force, j'en étais parfaitement conscient, la force du PETR avec la contractualisation et la planification, c'était ça le problème. C'est pas le problème de savoir les compétences du PETR ou qu'est-ce. Parce que les compétences, on ne va jamais s'en séparer si on n'a pas la volonté. On ne va pas parler de ce qu'il y a. Je veux dire que l'intérêt d'avoir le consensus dans le cadre d'un territoire qu'on veut créer, s'il n'y a pas, dès le départ, un maximum d'adhésion à tout ça, c'est pas la peine de créer un PETR. C'est justement le problème. Le problème du PETR, il faut qu'il y ait un consensus en dehors du militaire. Il faut qu'il y ait un consensus au niveau du départ, sinon ce sera ingérable. Est-ce que il y a une solution intermédiaire? Est-ce que pendant 6 ans, pendant 6 ans, nous avons accompagné ce territoire au travers le SCOT et le pays? Est-ce que le SCOT ou le pays ont posé le moindre problème à nos communes? On a mené... Moi, ce que je sais, c'est que si nous n'avons pas le PETR, nous n'aurons pas les subventions. Alors, moi, c'est simple, mais je veux que quand je vais partir d'ici, parce que je suis président du pays, je veux savoir quel est le mandat que me donne ma communauté de communes. Sinon, donnons pas de mandat, je mène mon chemin tout seul. Après, est-ce qu'on veut que nos délégués œuvrent pour la création d'un PETR qui ne soit pas porté par le SCOT? Ça veut dire le PETR, c'est un peu les fournir. Oui, oui. Et la région. En plus que les fournisseurs, Après, il faudra remonter sur la forme du PETR. Au moins que le délégué, il a un PETR. Il faudra de toute façon que nous avancions, et pour avancer, il faudra voter des statuts. Alors ces statuts ne seront pas votés par les présidents de communautés de communes. Ça va de soi. C'est-à-dire que ça va prendre un certain temps. Voilà. Il ne faut pas croire que nous allons aboutir dans le mois qui suit. Donc on peut aller vers un PETR. Un PETR indépendant du SCOT, avec des statuts indéfinis. C'est ça. Alors, on est pour qu'on aille vers un PETR qui ne soit pas porté par le SCOT. Non, on a voté contre. Et maintenant, ce qu'on fait un vote indicatif qui n'est pas une délibération, qui est pour mandater nos délégués d'aller dans les réunions pour dire la communauté de communes veut un PETR, mais pas celui. C'est automatique. Non, moi je demande. C'est un vote qu'on fait. Explication de vote, c'est un vote qu'on fait, qu'on mandate nos délégués pour aller négocier un PETR qui ne soit pas porté par le SCOT. Voilà, c'est ça. Donc on engage nos délégués, il faut qu'ils défendent cette position. Avec des statuts indéfinis. Avec des statuts indéfinis. Mais les statuts, ils seront votés par le conseil communautaire. S'ils ne conviennent pas, on les vote pas. Écoutez, au moins, la personne qui est là, qui est en train de fumer, voit qu'il y a un débat. C'est-à-dire qu'on ne vote pas, même tous, de la même façon. Il y aura un vote aussi quand même. Et de toute façon, voilà ce qui va se passer. Écoutez-moi bien. Je vais vous retracer un petit peu ce qui va se passer. Les communautés de communes vont toutes se prononcer sur pour
ou contre le PETR avec le SCOT. Elles vont toutes se prononcer. Ça va prendre, disons, le mois de novembre. À la suite de ça, les présidents de communautés de communes, via le président du pays, vont se rencontrer pour travailler et pour faire des propositions aux différentes communautés de communes, avec évidemment la création de statuts. Ça va de soi. Donc, il faut savoir que ça va prendre un certain... Mais, janvier. Oui, oui, on vote, bien sûr. On vote. Le mandat des délégués vote pour un PETR créé en dehors du SCOT. Voilà. Allez. Un mandat contre. C'est clair. C'est bon qui est contre? Allez. Qui s'abstient? Deux. C'est réglé. Ouf. Question. Vente de vélos de la zone de l'ordinaire, numéro 16 et numéro 18. C'est le dernier point, après il y a deux points, il y a deux questions diverses. Donc c'est les lots numéro 16, qui est M. Trenck, menuiserie Noël Acquéreur, et le numéro 18, qui sont messieurs Pérou et Breuil, qui font de l'électricité, et qui achèteront le lot numéro 18 pour un montant de 97 000 €. Suite au désistement de la SCI d'Hérault pour le lot 18 et de M. Boudel pour le lot numéro 16. C'est vendu au même prix, donc je vous propose de vous prononcer qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe au point suivant, ce sont les questions diverses. Questions diverses. Contrat de Véronique Gas. Et ensuite le programme leader. Non mais attendez. Ça vous êtes tous en train de rire, d'accord? Est-ce que toutes les communes ont proposé à la communauté de communes les projets qu'ils avaient qui peuvent passer en pôle leader? Tout le monde? Oui. Eh bien je vous dis non. D'accord. Voilà. Donc je le rappelle. On ne va pas être informé. Ah. Oh. Il y en a d'autres qui ne sont pas informés, c'est compliqué. C'est la distribution des informations de manière sélective. Donc c'est pour ça que je le rappelle, parce que c'est quand même utile, non? C'est quand même utile. Voilà. Donc le contrat de Véronique Gas qui se termine donc, au 31 décembre, c'est bien ça? Et donc, Véronique Gas était la personne qui allait dans les communes de Saint-Marcel, de Lavalette, de Gorée. Est-ce qu'elle allait dans la commune de Morombo? Elle n'allait pas dans la commune de Morombo, dans le Gas. Si, et un peu dans la commune de Verfeil. Donc, si nous avions récupéré la compétence du syndicat socio-économique du Verfeillois, c'est ça? Je dois vous dire, non? C'est ça? Et donc, cette compétence, nous l'avions prise au sein de la communauté de communes, puisqu'elle ne pouvait pas rester à ce syndicat, puisque lui correspondait uniquement à des communes qui faisaient partie de la communauté de communes. D'accord? Donc, on a pris ça, et aujourd'hui se pose le problème Véronique Gas qui a un contrat aidé qui se termine. Ça veut dire que si jamais la communauté de communes veut poursuivre cette action, elle doit l'étendre à toute la communauté de communes, avec du personnel évidemment, qui ne sont pas des emplois, qui ne bénéficient pas d'emplois aidés. Donc, nous devons, les maires se sont prononcés contre la pérennisation et la prise de compétence pour la communauté de communes, par la communauté de communes de cette compétence-là. Et donc, aujourd'hui,
M. Roudière a eu une réunion du conseil municipal hier soir, et le conseil municipal de Saint-Marcel a décidé d'approcher à temps partiel. Devant le manque de solidarité des communes de la communauté, qui n'a pas voulu donc créer cette compétence, on a pris des mesures. M. Marcel Bourlet, le conseil municipal, a décidé hier soir d'engager Mme Gaz pour le nombre d'heures qu'elle consacrait à la commune. Et j'espère que nos communes, nos autorités, Corée et Lavalette feront de même. Comme ça, on pourra pérenniser, donc aux frais des contribuables communaux, l'activité considérable de Mme Gaz. Parce que je crois que la visite des personnes âgées est une mission qui appartient aux communes, et donc on l'a rappelé, mais je tiens à ce que la solidarité des communes de la commune. D'autres interventions à ce sujet? Non? Donc je vous propose de lever la séance.